Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'Université populaire Art, Littérature et Cinéma. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Nathalie Bittinger. Bonsoir à tous. Alors Nathalie, vous la connaissez puisqu'elle était là hier. Alors quand je dis hier, c'est une façon de parler parce que c'était l'an dernier. L'an dernier pour une intervention consacrée à Wong Kar-wai, hein, le grand cinéaste taïwanais, et de Hong Kong, pardon, à chaque fois je me mélange. Et donc elle revient. Alors vous savez que Nathalie Bittinger, elle est maîtresse de conférences en études cinématographiques à Strasbourg, donc elle a pris l'avion pour venir jusqu'à nous. Elle est donc spécialiste du cinéma asiatique. Elle a dirigé un ouvrage qui est un dictionnaire des cinémas chinois, donc qui a été publié tout récemment, 2019, voilà. Donc qui sera à la signature avec la librairie Encre Blanche à l'issue de la rencontre. Et donc elle va nous parler du cinéma chinois qui a été traumatisé, on peut dire ça comme ça, par cet épisode tragique donc, de la révolution culturelle de 1966 à 1976, et beaucoup de cinéastes chinois qu'on connaît bien, hein, que ce soit Chen Keizhi, dont on a vu tout à l'heure Adieu ma concubine, ou Zhang Yimou, ou d'autres cinéastes dont vous allez nous parler. Eh bien, ces cinéastes-là, souvent, ont vécu la révolution culturelle dans leur jeunesse et ont pu, plusieurs décennies après, l'évoquer au cinéma, et on va voir comment. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et à vous la parole. Alors merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, le cinéma Jean Eustache pour son invitation, et je trouve formidable ces moments de rencontre pour parler de cinématographie qui sont parfois un petit peu moins connus. Et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de faire découvrir le plus possible ces cinémas de Chine, de Hong Kong ou de Taïwan, parce qu'ils sont riches en enseignements esthétiques. Là, aujourd'hui, ce soir, on va parler d'un sujet lourd, grave, avec son lot de violences totalitaires et d'exactions. Mais c'est important pour comprendre même la Chine contemporaine et, par exemple, les tensions qu'on sent à Taïwan. C'est peut-être important de revenir sur cette histoire traumatique du XXe siècle, les différents soubresauts historiques qui ont marqué la Chine et qui ont eu des répercussions directes sur le cinéma. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer. Donc à l'écran, je vous ai mis un photogramme de Coming Home, sans défleurer du tout cette très belle œuvre, pour vous inciter à la voir, juste vous dire que c'est un mélodrame historique d'une sensibilité folle, signé par un grand nom du cinéma chinois, à savoir Zhang Yimou. J'aurai l'occasion de vous parler de certaines de ses œuvres. Et donc, c'est un mélodrame qui raconte une séparation entre un mari et une femme. Le mari est joué par Chen Daoming et l'épouse par la superbe Gong Li, qui est peut-être l'actrice chinoise la plus connue en Occident, qui a justement incarné quantité de personnages historiques poignants, très marquants, avec énormément de courage et de droiture. Zhang Yimou est un beau portraitiste de femmes. Et donc, c'est leur retrouvaille après 20 ans. Le mari a été envoyé en camp de rééducation. Et ces retrouvailles vont être entravées par les traumatismes subis. Donc, c'est une histoire de vie brisée, sublimement mise en scène, avec une poésie muette qui marque, qui affleure à chaque plan. Et je ne peux donc que me réjouir que vous puissiez voir ce film ou découvrir ou revoir ce film par après. Donc, je n'en parlerai pas plus pour ne pas déflorer. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez didactique au début, parce que c'est une histoire très complexe. Je rappelle quelques événements historiques. Donc, le XXe siècle, la Chine a été marquée par une série de traumatismes et de violences que je vous égrène assez rapidement pour en venir à la révolution culturelle. Donc, d'abord, il y a eu la révolution de 1911 qui a mis fin à la dynastie des Qing. Ensuite, la guerre sino-japonaise qui dure de 1937 à 1945.
Ça commence à avoir un impact fort pour notre sujet. La guerre civile qui a déchiré le continent chinois de 1927 à 1949. Alors cette guerre civile qui a fait des millions de morts, elle oppose les communistes de Mao Tse-tung et les nationalistes de Chiang Kai-shek, qui, après leur défaite, vont se réfugier à Taïwan, où ils vont proclamer être la vraie Chine, la République de Chine à Taïwan, les nationalistes, pendant que Mao, qui a gagné sur le continent, instaure la République populaire de Chine en 1949. Si je dis ça, c'est parce que ça a toujours des répercussions contemporaines dont on entend parler et qui... voilà. C'est une histoire qui continue à courir. Le grand bond en avant dès 1958 qui engendrera notamment des famines et la révolution culturelle de 1966 à 1976. Donc une période très violente où les opposants à Mao Tse-tung, mais aussi les intellectuels, tous ceux qui vont être taxés de réactionnaires, de bourgeois, de propriétaires. Donc il y aura énormément de gens envoyés dans des camps de rééducation, des camps de travail, des exécutions. C'est vraiment une histoire très sombre. Alors, malgré le poids de la censure, qui est toujours très fort aujourd'hui, il n'y a pas une remise en cause de la grande histoire chinoise du XXe siècle au sein des instances du parti. Donc on n'est pas vraiment censé avoir une relecture critique de l'histoire. Et pourtant, malgré cette censure et la tentative d'omerta, il y a toujours eu des artistes en littérature, en cinéma, qui se sont élevés pour tenter de mettre en forme leur histoire, à la fois témoigner, mais aussi offrir une relecture critique, donner un visage aux anonymes qui ont péri, même si c'est par le truchement de la fiction. Cette envie, elle est d'autant plus forte que les artistes dont je vais parler ont vécu dans leur chair la révolution culturelle, ont été envoyés en rééducation à la campagne, ont dû détruire leurs œuvres, ont eu d'innombrables ennuis avec le régime. Et donc, une toute petite incise avant d'en venir au cinéma, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer Gao Qingjian, prix Nobel de littérature pour La montagne de l'âme, mais qui a vécu de plein fouet la révolution culturelle et d'autres choses avant, et qui a inventé un roman qui puise dans cette expérience collective, à la fois la sienne et celle de tous ses compatriotes, dans Le livre d'un homme seul, dont je recommande chaudement la lecture à ceux qui voudraient lire une brillante tentative de reconstruction littéraire qui tente de lutter contre les apories, l'aporie de la mémoire, le fait d'avoir du mal à dire l'innommable, les souffrances subies. Alors, ce n'est pas vraiment de la littérature de témoignage, comme on a pu en avoir après les camps d'extermination nazis, dans la littérature de Primo Levi, Si c'est un homme, ou L'espèce humaine de Robert Antelme, parce que là, il choisit la forme romanesque, comme s'il avait besoin de mettre en forme l'innommable ou ce qui échappe, ce qui est difficile à dire. Et donc, pour ceux qui connaissent, il a tout un jeu passionnant sur les pronoms personnels. Et donc, la vie qu'il a vécue sous le régime totalitaire maoïste, il va l'évoquer par le biais d'une troisième personne. Il va désigner son personnage narrateur d'un « il », alors qu'il utilise le « je » pour parler de ce personnage narrateur qui lui ressemble avec tous les jeux de la fiction, mais une fois réfugié à Hong Kong. Et donc, pour introduire notre discussion, j'avais envie de m'en rapporter un peu à ce texte. Donc, il rappelle, par exemple, c'est aussi pour vous remettre des choses en tête. Donc voilà, il met en scène avec son brio langagier, son usage de la langue, cette période désastreuse de l'histoire chinoise sous le joug de Mao Tse-tung. Et donc, au moment de la révolution culturelle, un des mots d'ordre, c'est « il faut détruire les 4 vieilleries ». On aura beaucoup le lexique de la destruction. Donc il faut détruire l'ancienne culture, la vieille pensée, les coutumes, les mœurs du passé.
et également tous les arts traditionnels qui vont être taxés de réactionnaires, droitistes, bourgeois, etc. Et alors pourquoi? Toujours, ce sont les mots de Gao Qingjian dans le livre d'un homme seul, parce que le but était d'ériger, je cite, une société nouvelle, taillée au cordeau, flambant neuve, dont les citoyens sont de glorieux travailleurs, des paysans, tous organisés pour servir le peuple. Le drapeau rouge flotte au vent, le royaume céleste idéal de l'humanité est ainsi réalisé, même s'il ne s'agit que de son premier stade de développement. Donc voilà, en introduction, j'en viens au cinéma. Alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le cinéma a subi un coup d'arrêt brutal pendant la révolution culturelle. Le cinéma sera censuré, il n'y aura plus d'œuvres produites, à l'exception des opéras modèles, idéologiquement purs. Mais avant cela, dès l'été 1964, il y a des virulentes attaques contre les cinéastes taxés de proposer des œuvres contraires à la mise en avant du peuple travailleur, de l'idéologie maoïste. On va avoir un cinéma complètement sous influence. Donc là, je vous ai mis, parmi plein de personnalités, 2 films qui se sont fait attaquer vigoureusement. C'est Février, printemps précoce de Tchétili ou Au nord aussi des terres fertiles. Donc on a vraiment une critique politique qui va passer les œuvres au tamis des lunettes de la propagande maoïste. Et au début 1966, il y aura une accusation de très large ampleur menée par le Parti communiste pour vouer aux gémonies la littérature et le cinéma depuis les années 30. Donc on va faire, l'idée c'est de faire une tabula rasa de l'histoire antérieure du cinéma, c'est valable pour les autres arts aussi, toujours pour refonder entièrement la culture, détruire les croyances anciennes, les traditions, les arts, et fonder cette société nouvelle évoquée par Gao Qingjian. Ça, c'est petite information, voilà, le 16 mai 66, c'est le début officiel par une circulaire du Parti communiste de la révolution culturelle. Oh là là. Bon, bah alors on peut avoir une pensée pour tous ceux qui ont subi les foudres du régime. Donc les films sont attaqués, les cinéastes envoyés en rééducation à la campagne pour que ces intellectuels totalement décriés se rééduquent auprès des masses laborieuses, des masses populaires qui sont prétendument mis au centre de la nouvelle société. D'autres sont emprisonnés. Et il y a évidemment aussi des exécutions. Alors, concernant le cinéma, c'est l'arrêt total de la production cinématographique jusqu'en 1972, à l'exception des actualités, donc là aussi des actualités en noir et blanc qui prétendent montrer toutes les nouvelles réalisations de cette Chine remodelée. Évidemment, là encore, la propagande tourne à plein régime. Et puis des opéras modèles qui sont placés sous la direction, sous la férule de Jiang Qing. Jiang Qing, c'est une ex-actrice des années 30 qui devient la 4e épouse de Mao Tse-tung. 4e et dernière épouse. Alors concernant les actrices, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines disparaissent complètement des écrans. D'autres, les acteurs et les actrices, pardon, d'autres ont des problèmes, prison, rééducation, mais certains décident de jouer dans ces opéras modèles, d'embrasser la cause révolutionnaire, vu la pression subie par tous à cette époque, voilà. Donc elles épousent la cause révolutionnaire, et épouser la cause révolutionnaire, ça veut dire, la plupart du temps, vivre comme les héroïnes qu'elles incarnent à l'écran. Donc troquer leurs élégantes robes chinoises, vous savez, le qipao, c'est les robes que porte Madame Chan dans In the Mood for Love, c'est la robe shanghaïenne par excellence. Elle troque voilà, tout ce qui faisait le glamour de l'actrice chinoise pour des uniformes de soldates ou d'ouvrières
qu'elles incarnèrent avec brio, parce que ce sont des actrices qui avaient du talent, et certaines sont allées jusqu'à vivre comme leurs personnages. Donc on va parler de ces opéras modèles. À partir de 1973, donc, il n'y aura que des œuvres de propagande au service du parti, et les grands thèmes, ce seront les luttes révolutionnaires passées, donc par exemple la guerre civile entre les communistes et les nationalistes, qui s'est soldée par la victoire de Mao. Donc voilà, on encense, on va utiliser toute une rhétorique héroïque, épique, pour glorifier les hauts faits de Mao Tse-tung, qui a permis l'élévation, l'érection de la Chine nouvelle. Vous aurez beaucoup de films, ou d'opéra modèle plutôt, puisque c'est ça le modèle justement, qui vont dépeindre les guerres de résistance contre le Japon, cet immonde envahisseur présenté comme une horde sauvage, et le Japon a littéralement envahi la Chine, donc voilà, ça a laissé énormément de traces sanglantes dans les psychés, et puis des œuvres centrées sur la construction socialiste de la nouvelle Chine. Donc, sur cette période, c'est 90 films environ qui sont produits pendant la Révolution culturelle jusqu'à la chute de la bande des quatre en octobre 1976. Donc, pour mémoire, Mao Tse-tung meurt en 1976 et la bande des quatre, c'était le nom donné à ses quatre acolytes bras droits, dont Jiang Qing, et qui donc vont être arrêtés. Alors, ce modèle de l'opéra révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il y en a beaucoup, je vous ai juste pris deux photogrammes. Celui de la bataille de la montagne du Tigre de Che Tieli, sorti en 1970. Pour l'anecdote, Tsuyark en a fait un remake dans les années 2010, j'ai oublié la date exacte. Et puis quelque chose qui est peut-être plus connu, de nom en tout cas, c'est le détachement féminin rouge de Pan Wenchan et Fujie en 1970, et qui prend donc la forme d'un ballet. Alors, ces opéras modèles sont forcément révolutionnaires, et la structure de leurs histoires ainsi que les personnages doivent obligatoirement, la plupart du temps en tout cas, traiter de la lutte des classes, montrer les valeureux prolétaires, gens de la masse, du peuple, qui luttent et défont les propriétaires fonciers ou les bourgeois qui nuisent à la société tout entière, selon cette vision des choses. Parfois, les films ont retranscrit la ligne officielle du parti contre des lignes dissidentes qui étaient évidemment attaquées. Et la rhétorique héroïque qui préside à ces opéras modèles va passer par une certaine typologie des personnages qui seront très stéréotypés. Et donc, il faut toujours que les cinéastes, la mise en scène, mettent en avant les personnages positifs, la dimension collective de l'héroïsme, et enfin qu'ils distinguent son héros principal, mais qui devient une métaphore de ce peuple entier qui se lève pour les idées de Mao Tse-tung. Alors, le héros, il sera filmé en contre-plongée, en plan rapproché et sous une lumière éclatante, ou un ciel très bleu, dans une posture héroïque, pendant que les ennemis vont être à l'inverse filmés en plongée, en plan large et dans la pénombre. Donc on a vraiment une mise en scène visuelle très marquée qui passe par des lieux communs, qui fige les critères de la représentation et l'affiliation d'un personnage de manière manichéenne à l'un ou l'autre des camps en présence. Donc héros stéréotypés et des représentations très théâtralisées. Donc on ne cherche pas du tout l'effet de réalisme, mais bien une glorification, une emphase rhétorique au service de la cause. Raison pour laquelle le cinéma est entièrement sous la coupe de la propagande pendant cette période. Alors donc il y en a 90, mais dès 1977, ces œuvres sont reléguées aux oubliettes. Elles ne sont pas souvent visibles et puis on ne peut que les regarder soit comme documents historiques, soit avec un peu d'ironie. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du renouveau
du cinéma chinois avec la 5e génération. Alors, juste avoir en mémoire que le cinéma chinois est découpé en générations. Aujourd'hui, on en est à la 6e, si ce n'est à la 7e, et qu'en fait, c'était un classement qui avait peut-être sa pertinence à l'époque, qui est plus problématique aujourd'hui, tant il y a de courants et d'esthétiques différentes dans le cinéma chinois contemporain. Mais donc la 5e génération, les générations sont calculées en fonction de la date de sortie de l'Académie du cinéma de Pékin. Et donc la 5e génération, c'est la première à sortir diplômée de cette académie après sa réouverture, puisqu'elle avait été fermée pendant la Révolution culturelle. Alors, à l'époque, ça a changé aujourd'hui, mais une fois qu'on sortait de l'académie après 4 ans d'études, les cinéastes devaient obligatoirement être embauchés par des studios d'État. La création n'est pas libre, tout était très réglementé, à tous les stades même de la production. On aura l'occasion d'en reparler. On peut aussi préciser pour le contexte historique que ces cinéastes vont être les premiers à être connus internationalement. C'est aussi un moment où le cinéma chinois va fleurir à l'étranger par le biais des festivals internationaux. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais encore plus important pour nous, pour notre sujet aujourd'hui, c'est que ces cinéastes, ils sont nés au début des années 50 et ils étaient donc adolescents pendant la Révolution culturelle, et ils ont tous connu intimement de l'intérieur ces soubresauts et violences historiques. Donc, certains ont été gardes rouges, pléthore ont été envoyés se rééduquer à la campagne parce qu'évidemment, ils venaient de milieux urbains, souvent, ils étaient de familles de cinéastes ou des milieux artistiques, donc des intellectuels qui devaient se reconditionner, se rééduquer auprès des paysans, aller travailler dans les usines, dans les champs, etc. Et ils ont donc connu très jeunes de nombreux drames familiaux. J'aurai aussi l'occasion de vous parler un peu des uns et des autres. En revanche, ce qui est passionnant pour comprendre cette génération, c'est que le moment de la réouverture après la mort de Mao, c'est un bouillonnement intellectuel, une effervescence créatrice après toutes ces années ensanglantées, disons. Et il y a une politique d'ouverture. Ils pourront par exemple avoir de nouveau accès, ou dans leur cas pour la première fois accès aux films étrangers ou aux théories étrangères. Il y aura beaucoup de réflexions sur l'art cinématographique parce qu'ils ont bien conscience que le cinéma, dans la période précédente, a été mis sous la coupe de la propagande et en a donc perdu toute teneur, tout ce qui fait son essence. Donc, ils vont commencer à faire leur... Donc, ils sortent en 82 et ils vont faire leur premier film au milieu des années 80. Et ce qui est très marquant, c'est aussi pour cela qu'on les connaît, c'est qu'ils vont proposer une révolution esthétique, à la fois thématique et formelle, se démarquer complètement du cinéma de la période précédente, on les comprend. Et donc, ils vont notamment avoir une réflexion poussée sur l'intériorité, la subjectivité. Précisément ce qui avait été interdit quand on était dans la période révolutionnaire où n'existait que le collectif, au service d'une cause. Donc, ça va être au centre de leurs interrogations, créant un cinéma plus intimiste, plus lyrique également, ce qui va se voir par un travail de la mise en scène sur les couleurs, les mouvements de caméra, la composition des plans, une grande picturalité de ce cinéma, donc un cinéma très beau. Pour ceux qui auraient en tête Épouse et concubine de Zhang Yimou, il y a le jeu sur la géométrie de l'architecture en résonance avec la composition du plan, la géométrie du cadre. Bref, une réflexion sur la nature, l'homme intégré dans la nature également, et une réarticulation de la tradition et de la modernité, puisque au nom de la modernité, entre guillemets, maoïste, toute la tradition avait été éradiquée sous la révolution culturelle. Eux ont à nouveau le droit de penser à cet héritage et de le mettre en scène dans leur fiction, ce qu'ils ne manqueront pas de faire. Et pourquoi je reste si longtemps sur ces cinéastes? Parce que, évidemment, eux qui ont subi de plein fouet l'histoire,
ils vont, dans leurs œuvres, traiter de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu pendant la révolution culturelle. Mais attention, la critique sera souvent indirecte ou atténuée. Parfois, cela va passer par la métaphore. Et je reprends l'exemple d'Épouse et concubine. Ça a été lu aussi comme une métaphore de l'oppression des femmes, en particulier pour ce film, dans une société patriarcale. Mais voilà, il y a eu des lectures, des indices cachés de ce qui pourrait renvoyer à la grande histoire. Et la raison de cette atténuation, alors parfois ils n'ont pas atténué leur critique, mais du coup ils ont subi les foudres du régime, j'y reviendrai aussi. Voilà, le Parti communiste continue à veiller aux représentations cinématographiques avec cette censure qui court du début à la fin du processus filmique. Mais maintenant, je vais un peu rentrer dans les exemples et le vif du sujet. Alors, vous avez eu la chance, pour ceux qui pouvaient, de revoir Adieu ma concubine tout à l'heure. Je vais quand même en parler pour ceux qui... déjà parce que si vous l'avez vu, ça peut être intéressant d'en discuter. Et puis, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je repasserai un extrait tout à l'heure. En fait, je vais vous parler de 3 cinéastes qui ont été des porte-voix de cette 5e génération et qui ont aussi été les premiers à revenir sur le passé récent de la Chine sans le glorifier, avec une lecture plus ou moins critique de l'histoire telle qu'il l'avait vécue. Donc il y aura Adieu ma concubine de Chen Kaige, je vous parlerai de Vivre de Zhang Yimou et également du Cerf-Volant bleu de Tian Shuang-Shuang. Mais on y reviendra. Alors Chen Kaige, pour vous situer un peu le cinéaste, il s'est érigé en chef, alors il n'y a pas vraiment de chef en porte-flamme de la 5e génération, on va dire, avec son film Terre jaune en 1984, qui était un renouveau total au niveau de l'esthétique et de ce qui était proposé, le récit narré, qui était celui d'un soldat allant collecter des chants folkloriques dans des provinces très reculées. Chen Kaige, c'est le fils d'un cinéaste. Donc il était déjà très ancré dans les milieux artistiques de Pékin. Sa mère travaillait dans les milieux littéraires et c'est la raison pour laquelle il a été frappé de plein fouet pendant la Révolution culturelle, puisqu'il appartenait à la catégorie des instruits et des intellectuels. Et donc ça a été une expérience profondément traumatisante qu'il a racontée dans son autobiographie, que je vous conseille de lire d'ailleurs, qui s'appelle « Une jeunesse chinoise ». Alors il s'est trouvé pris dans le tourbillon révolutionnaire qui l'a poussé à répondre à l'appel de Mao Tse-tung. En 68, il va partir se rééduquer à la campagne auprès des paysans. Il y restera jusqu'en 1975. Mais l'un des éléments les plus traumatiques dont il parle dans son autobiographie, c'est le fait qu'il s'est laissé entraîner dans la dénonciation de son père, dans les séances d'autocritique qui étaient imposées. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans la rupture imposée par Mao Tse-tung, il y a eu un conflit de génération très violent qui n'a pas du tout touché que Chen Kaige, mais beaucoup où justement les gardes rouges, juste pour vous redire, c'est ce mouvement de la jeunesse lancé par Mao Tse-tung avec des lycéens et des étudiants qui étaient donc enrôlés pour débusquer tous les symptômes réactionnaires qui pouvaient se cacher dans la société et notamment chez leurs parents. Donc il y a eu un vrai conflit générationnel où les fils ont tué les pères dans les séances d'autocritique ou autres, mais dans cette fièvre totalitaire où l'individu a très peu de marge de manœuvre et où il y a ce poids du collectif et cette violence permanente qui pesait sur eux. En tout cas, une fois passée cette période traumatique, quand il passe derrière la caméra après sa formation à l'Académie de Pékin, il ne va avoir de cesse que d'évoquer en creux ou frontalement les événements subis, son expérience personnelle très difficile à la campagne ou dans l'armée. Ça sera par exemple la Grande Parade en 1986.
La révolution culturelle, très présente dans son œuvre, il l'évoque déjà dans Le Roi des enfants, qui sort en 1987. Bref, il va interroger ce passé récent, révolutionnaire. Il va l'interroger en évacuant toute la rhétorique héroïque de la période précédente et des opéras modèles, et ça va donner des œuvres fort intéressantes. Ce qui fait qu'il est vite repéré à l'étranger, et la consécration advient avec Adieu ma concubine, qui reçoit donc la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1993. En 1994, il sera Oscar du meilleur film étranger, et c'est vraiment quelque chose parce que le cinéma chinois avait eu du mal à sortir des frontières jusqu'à cette époque. Et donc c'est cette 5e génération qui change la donne. Et donc Adieu ma concubine, comme vous avez pu le voir cet après-midi, mélange l'histoire individuelle et collective sur fond d'opéra chinois traditionnel et de révolution culturelle. Alors Adieu ma concubine est adapté d'un roman de Lilian Li, auquel le cinéaste a apporté un certain nombre de modifications. Et c'est donc une fresque historique de 2h50, si je ne m'abuse, ou 3 heures, qui couvre un demi-siècle d'histoire chinoise. Donc tout ce que je vous ai rappelé avant, les différents éléments, les différents temps forts historiques, vont être portés à l'écran. Et cette violence de l'histoire, elle va être vécue de plein fouet par 2 personnages principaux. Je vous les ai remis à l'écran. C'est donc Cheng Die-yi, joué par Leslie Cheung, qui interprète à l'Opéra de Pékin, dans l'opéra Adieu ma concubine, avec une mise en abîme du film à l'opéra, il interprète la concubine. Et donc son ami de toujours, son ami d'enfance, à la vie, à la scène, c'est le personnage d'Wan Xiaolu, qui, sur scène dans l'opéra, interprète le roi héroïque, et qui est joué par Chang Fengyi. Et donc, en fait, la fresque historique, elle court de 1924 à 1977. Et c'est un mélodrame spectaculaire, mise en scène très raffinée, un jeu sur les couleurs, sur la mise en abîme du théâtre dans le cinéma. Et l'idée, c'est de relier petite et grande histoire à travers le destin tragique d'individus particuliers, brisés par les événements politiques. Cette mise en abîme de la vie intime, de la représentation théâtrale et de l'histoire va s'imbriquer et faire la richesse du film. Donc, vous l'avez compris, nos 2 personnages principaux jouent sans cesse l'opéra Adieu ma concubine sur scène. On pourra noter qu'il y a une sorte d'obsession amoureuse ou d'amour de Die-yi pour son frère de scène qui va tendre leur rapport et s'imbriquer à la grande histoire par moments, notamment quand Xiaolu va épouser Ju Qian, qui est à nouveau joué par Gong Li. Alors, ils sont très attachés, ces 2 personnages, parce que Xiaolu protégeait beaucoup le fragile Die-yi de la première heure du film et d'une cruauté sans nom. C'est l'apprentissage à la dure à l'école de l'Opéra de Pékin. Et donc, le jeune homme au physique frêle a toujours été conduit à interpréter des rôles de femmes, puisque je vous rappelle que la tradition voulait que le théâtre ne soit réservé qu'aux hommes. Et donc, il va avoir tendance à confondre le théâtre et la vie, la scène et la réalité, le masculin et le féminin. Alors, les allusions à l'homosexualité qui sont présentes dans le film, mais qui sont déjà moindres par rapport au roman, ont complètement déplu au Parti communiste, au pouvoir chinois, tout comme l'évocation de l'histoire récente traumatique de la Chine ne lui a pas du tout plu non plus. Donc, on voit qu'en 1993, le pouvoir a du mal avec les mises en scène de la révolution culturelle, et ça pourrait être pire pour d'autres cinéastes. Et donc, on va un petit peu parler maintenant de cette imbrication de la vie et du théâtre, des représentations de l'opéra et de la grande histoire qui va débarquer sur scène avec perte et fracas, cette violence qui surgit dans le lieu normalement clos de la performance artistique.
Donc la scène, la salle et les coulisses se muent en caisse de résonance de l'histoire. C'est pour ça que ce film est passionnant. Alors, quelques exemples qui brassent beaucoup d'événements de l'histoire chinoise. Donc, quand les troupes japonaises entrent dans Pékin en 1937, début de la guerre sino-japonaise, l'opéra joué par nos personnages va être interrompu par un jet de tract. Et pour délivrer son ami emprisonné, Die Yi va accepter de chanter devant les occupants. Du coup, à la fin de la guerre en 1945, les acteurs jouent devant des soldats chinois qui vont s'en prendre violemment à Die Yi, accusés d'avoir joué devant l'occupant japonais, donc d'être un traître, d'avoir nui à la patrie. Et à la fin de cette altercation, le théâtre finit dévasté. Alors en 1949, victoire de Mao Tse-tung, c'est l'arrivée de l'armée populaire de libération qui va interrompre la représentation de l'opéra Adieu ma concubine par un chant révolutionnaire. Et alors à partir de là, la scène et la pièce représentée changent de nature puisque le spectacle va glisser de l'alcôve du théâtre à un spectacle idéologique sous la révolution culturelle qui s'étend absolument partout. Donc vous allez avoir des débats houleux sur la nécessité de moderniser l'opéra traditionnel, puisque tout ce qui est ancien est balayé d'un revers de main. Il y aura des séances d'autocritique imposées pour dénoncer ces péchés sous le feu des projecteurs sur la scène du théâtre, qui accueille donc le spectacle de la politique violente, totalitaire, en roue libre. Et jusqu'au clou du spectacle, dont je voudrais qu'on revoie un extrait, si c'est possible, de lancer la chose. C'est le moment où la troupe de théâtre est traînée dans la rue, grotesquement grimée, un panneau d'accusation autour du cou, avant que les personnages acculés ne finissent par se dénoncer les uns les autres. Voilà, alors dans cette séquence, plusieurs moments très marquants. On entend donc les cris révolutionnaires, la haine, les coups, la violence qui se déchaînent sur la scène du théâtre. Et là, il y a un moment de décrochage avec Die Yi qui s'approche de son ami Xiaolu et qui va le maquiller comme avant une représentation. Là, il rejoue des gestes qu'ils ont faits pendant des dizaines d'années ensemble en tant que partenaires de scène. Et là, le poids de ce geste, avant que tout bascule, est souligné par l'atténuation des cris, le ralenti, le léger ralenti, le gros plan des personnages principaux pris dans une scène d'intimité alors même qu'ils sont au milieu de la tourmente historique. Ça fait le lien avec leur passé et ces spectacles où ils incarnaient ensemble le roi héroïque et la concubine. Et ce bruit de tambour, ce tocsin qui fait monter irrémédiablement la pression, également ces drapeaux en arrière-plan. Et puis on passe dans la rue, il y a un changement de lieu, on est dans la rue, c'est cette fièvre révolutionnaire haineuse qui construit l'idée d'une parade carnavalesque. Alors le carnavalesque, théorisé par Michael Bakhtin, c'est intéressant parce que c'est le renversement de toutes les valeurs, du haut, du bas, du bien, du mal. Et c'est extrêmement présent dans cette scène puisque la fièvre révolutionnaire qui s'attaque à ces acteurs de théâtre va les grimer outrageusement. Il y aura du grotesque qui va s'immiscer, mais qui accentue en fait le tragique de ce qui est en train de se dérouler. Ce fatum, cette fatalité qui s'abat sur les personnages et qui est purement humain, politique, à cause de cette fièvre maoïste révolutionnaire et de la pression totalitaire mise sur tous les membres de cette société chinoise à refonder. Donc dans la rue, on voit qu'il y a des portraits de Mao partout, que l'écran est envahi de drapeaux rouges, et ça fait une scène de foule très bien composée par le cinéaste, qui met bien en avant la désubjectivation des individus, leur aliénation. Ils disparaissent sous le poids de l'histoire et de la doctrine politique, comme dans tous les régimes totalitaires. Ensuite, vous avez la séance en plein milieu de la rue. Alors, ils ont évidemment aussi un panneau autour du cou avec leur délit présumé. Et là, ce qui est intéressant au niveau de la mise en scène, c'est cette flamme qui consume l'image.
Alors c'est la flamme du bûcher, de l'autodafé, de ces gens cloués au pilori ou traînés dans la boue. Bref, la flamme symbolise métaphoriquement la dévoration de la haine qui consume les âmes, et jusqu'à ce gros plan de Dieyi atterré, qui est métaphoriquement traîné au bûcher par son ami, qui sous la pression va dénoncer toutes les exactions qu'il est censé avoir commises, avec également l'intervention de la femme de Xiaolu, jouée par Gong Li, qui est aussi un tiers spectateur dans cette histoire, mais également partie prenante et totalement ravagée par le fait que la fièvre totalitaire est en train de pousser son mari à dénoncer son ami de toujours. Donc un extrait très marquant de ce que le cinéaste a voulu faire. Donc c'est un long retour en arrière sur des événements tragiques, et peut-être que ça a été un moyen pour Chen Kaige, ancien garde rouge qui a dénoncé son père, comme je l'ai déjà dit, de revenir un peu sur son propre passé à travers le prisme déformant du cinéma, en passant par des personnages hauts en couleur, mais qui évoquent comme une loupe, un foyer de concentration, ces événements tragiques, et ça à destination des spectateurs, pour qu'ils comprennent et reviennent sur ce passé extrêmement douloureux. J'en viens... Ah oui, j'avais repris des photogrammes, ça c'est les photogrammes un peu que j'ai analysés avant, mais j'ai oublié de vous les montrer. J'en viens à un autre film, donc un autre très grand nom, peut-être plus connu que Chen Kaige, je ne sais pas, c'est Zhang Yimou. Alors, Zhang Yimou, il est né en 1950, son père était médecin et il a servi dans l'armée nationaliste. C'est peu dire que Zhang Yimou a donc déjà d'emblée des problèmes avec le régime et il sera envoyé à la campagne pour travailler dans les champs et dans les usines. Alors il y a une anecdote, vraie ou pas, il y a un petit doute, mais il aurait vendu son sang pour s'acheter sa première caméra. Et ce que fait Zhang Yimou, c'est que pendant cette rééducation très difficile à la campagne, les paysans n'étaient pas tendres avec ces jeunes instruits qui devaient être rééduqués, là-bas, il a enregistré et photographié quantité d'images. Et c'est avec ce bagage-là qu'il sera admis en direction de la photographie à l'Académie du cinéma de Pékin en 1978. Et donc ce sera d'abord un directeur de la photographie, puis très vite un cinéaste qui va participer à la révolution formelle de la 5e génération. Et lui, son film manifeste, il s'appelle Le Sorgho Rouge en 1987. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier à mettre en scène Gong Li. Faudrait vérifier. Je vous ai parlé tout à l'heure de Épouse et concubine, qui a énormément marqué les spectateurs occidentaux pour la qualité visuelle de sa mise en scène, le côté flamboyant, le travail des couleurs, de l'architecture, des personnages féminins. Et peut-être que Zhang Yimou, vous le connaissez pour un autre genre dans lequel il s'est illustré à partir des années 2000, c'est le film d'arts martiaux. Et c'est à lui que l'on doit les films comme Hero, Le secret des poignets volants, La cité interdite, et même un film avec Matt Damon en 2016 qui s'appelle La Grande Muraille. Parce que bon, maintenant il y a des coproductions sino-américaines sur du blockbuster. Alors, certains ont reproché à Zhang Yimou de s'être trop rapproché du régime, notamment de Pékin, notamment quand on lui a confié la mise en scène des Jeux Olympiques de Pékin. Mais après, bon, c'est compliqué ces choses-là. Moi, je vais me centrer sur son premier film qui traite de la révolution culturelle, qu'il a donc connu, et qui s'appelle Vivre, qui date de 1994. Et le mot chinois, ça veut à la fois dire vivre et survivre, dans le titre original. Donc là encore, on va avoir une gigantesque fresque, 40 ans d'histoire chinoise dans ce film, qui débute de la guerre civile donc, contre les nationalistes jusqu'à l'avènement de Mao. Ça va courir jusqu'à la révolution culturelle en passant par une représentation du grand bond en avant.
Et là encore, on retrouve une constante, c'est-à-dire que la grande histoire est appréhendée par le prisme de la petite histoire, le destin d'une famille qui va être secoué par tous ces événements. C'est donc l'histoire de Fegwe et de sa femme Jiachen. Alors, un très grand acteur, c'est Geyu, qui interprète le mari, et c'est Gong Li, encore elle, c'est vraiment l'égérie de cette 5e génération, et puis jusqu'à chez Wong Kar-wai, et même Michael Mann dans Miami Vice, où elle est sublime. Bon, c'est une digression, excusez-moi. En tout cas, donc le destin de cette famille qui va être brisé par l'histoire, mais en même temps, ils vont avoir un seul mot d'ordre, c'est-à-dire survivre et vivre. Et notamment, on va voir comment le personnage principal se ressource dans son rapport à l'art, là, donc, notamment théâtre de marionnettes et théâtre d'ombre, mais qui va être interdit notamment sous la Révolution culturelle. Et donc, à nouveau, comme chez Chen Kaige où c'était l'opéra de Pékin, là, c'est un des arts anciens sublimes de la Chine, interdit donc, car réactionnaire, bourgeois, les 4 vieilleries, ce théâtre d'ombre et de marionnettes, qui va devenir aussi une métaphore de ce joug de l'histoire qui pèse sur les individus, réduits à l'état eux-mêmes de marionnettes. Le grand marionnettiste, c'est donc Mao. Donc vous avez toujours beaucoup de symboles dans ce cinéma-là. Je peux vous préciser quand même, c'est important, c'est que le film est présenté au Festival de Cannes en 1994, sauf que Zhang Yimou n'a pas eu le droit de se rendre à l'étranger. Donc il a subi les foudres de l'administration qui lui a interdit de se déplacer et interdit de projeter le film sur le continent chinois. Parce qu'évidemment, il a peu goûté la peinture de la révolution culturelle et des autres événements historiques. Alors, premier exemple de cet art qui va être malmené par l'histoire, je vous montre, je veux bien qu'on passe le deuxième extrait de Vivre. Ça se passe pendant la guerre entre les nationalistes et les communistes. Alors voilà, en fait, au début de cet extrait, c'est un montage séquence qui condense en quelques plans la vie de ce théâtre ambulant. Donc Fegwe, il a rejoint un théâtre ambulant pour s'adonner à son art. On entend de la musique traditionnelle. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des fondus enchaînés. Notamment, on les voit déambuler à travers la campagne profonde. Ils sont un peu en marge de l'histoire, ils se dédient à leur passion. Il y a beaucoup d'ellipses qui sont liées par la musique. Et puis, changement avec une nouvelle surimpression qui nous montre la représentation de ce théâtre d'ombre et de marionnettes, donc grand art traditionnel chinois. C'est une séquence muette qui est très poétique avec ses jeux de lumière, de texture, la transparence. Donc on voit comment les marionnettistes animent ces figures qui racontent des contes et légendes anciennes. On les voit également dans les coulisses de la représentation, derrière le drap qui tire les ficelles pour enchanter les spectateurs. Alors à un moment, on revient au son diégétique et au temps réel. Donc c'est une représentation, un soir en particulier. Et là, coup d'arrêt, brutale rupture, brutale immixtion de l'histoire violente, de la guerre civile qui rattrape l'art qui se voulait détacher des contingences. Donc c'est la guerre qui met un terme à la possibilité même de l'art et de la vie des artistes que je trouvais extrêmement marquante dans cet extrait. Mais j'en viens pour vous montrer que c'est un fil conducteur à travers toute la fiction. Je voudrais qu'on voit un deuxième extrait qui se passe pendant la révolution culturelle. Alors, comme vous l'avez vu, donc là, pendant la révolution culturelle, ces marionnettes, mais comme la musique, sont des vieilleries à détruire, des objets impérialistes, comme c'est dit dans le dialogue avec le chef de section, et il s'agit donc de les brûler, de faire un autodafé. Alors, métaphoriquement, là encore, pour le personnage, cela veut dire éradiquer les traces de son passé plus apaisé, dédié à l'art, à cette communion des spectateurs autour
des histoires et de la beauté du monde. L'autodafé, ça métaphorise aussi la tabula rasa voulue par la révolution culturelle. Et donc cette révolution culturelle qui détruit l'art, comme elle brise les individus, comme elle détruit la beauté ou la liberté. On voit aussi le totalitarisme dans la définition de Hannah Arendt, l'une des nombreuses définitions qu'elle a données, le parti qui ingère dans toutes les instances, de tous les aspects de la vie privée, qui aliène les individus totalement. Et là, c'est l'histoire, par exemple, du mariage de la jeune femme. Alors, le tragique qui va détruire cette famille au cours de l'histoire, pour vous donner un exemple de l'absurdité, donc quand la tragédie est parfois infusée par des éléments grotesques, satiriques, qui dénoncent les exactions commises au nom de l'idéologie, il faut savoir que Feng Xia, la fille muette du personnage principal, elle mourra en couche parce que tous les médecins expérimentés ont été envoyés en rééducation à la campagne. Donc voilà, c'est un film assez lourd, mais avec toujours ces personnages qui veulent avant tout survivre et vivre et qui trouvent du réconfort là où ils le peuvent. Ça m'amène à un troisième exemple d'un cinéaste moins connu, un film qui est difficile à voir. J'avais suggéré qu'on le voit ensemble et c'était impossible de le trouver, me semble-t-il. Alors Tian Shuang-Shuang, c'est une troisième voie. Alors, elle est plus radicale, et ce film est plus radical, et du coup, ça a coûté à Tian Shuang-Shuang 10 ans d'interdiction de tourner. Il n'avait plus le droit de prendre une caméra pendant 10 ans. Et donc, Le Cerf-Volant bleu va raconter les violences subies par une famille dont le petit garçon naît juste après l'arrivée des communistes au pouvoir. Et donc, le film va vraiment, à travers différentes morts, traiter de cette destruction de la famille et du tissu social, toujours au nom de l'idéologie. Alors, c'est une coproduction Chine-Hong Kong qui a été Grand Prix du Festival de films de Tokyo, mais qui a été complètement bannie par le gouvernement chinois. Et ce qui a pu déranger, c'est que l'histoire du pays, les violences sont appréhendées à travers les yeux d'un enfant. C'est Tietu que vous voyez à l'écran. Dans la fiction, il est né en 1954. Et donc, ça va courir de cette date, enfin plutôt l'instauration de cette date jusqu'à la révolution culturelle. Donc à nouveau, on a une famille de Pékin tout à fait ordinaire, on va se centrer sur le quotidien, mais l'œuvre est structurée suivant la mort des 3 époux successifs de la mère de Tietu. Il y aura donc le père, il y aura l'oncle Li et il y aura un beau-père. À chaque fois, ces morts sont montrées comme les conséquences directes du politique. Donc sur la toute première partie, c'est la construction de la jeune Chine communiste, quand le père est encore vivant. C'est au moment de la campagne des 100 fleurs, en 1957. Alors la campagne des 100 fleurs, c'est Mao qui promet de redonner de la liberté d'expression, que les intellectuels vont pouvoir faire des critiques et des remarques sur la ligne du parti. Sauf qu'évidemment, il y a eu un violent retour de bâton et une violente répression suite à cette incitation à renouer avec la parole libre. Et du coup, beaucoup sont partis en camp de rééducation. C'est quelque chose que le cinéaste Wang Bing a évoqué dans son documentaire Feng Ming ou dans sa fiction Le Fossé, qui traite de cette époque. Si je ne l'ai pas intégré dans la conférence, c'est qu'il n'est pas exactement sur la révolution culturelle, mais plutôt cette époque fin 50, début 60. Mais bon, il est aussi passionnant. Autre événement historique dont je n'ai pas encore parlé, c'est le mouvement de rectification anti-droite, c'est-à-dire que toute opposition à la ligne du parti va être violemment réprimée. Et donc, le père, là où je veux en venir, c'est que le père, pour avoir quitté sa place et être allé au travail lors d'une réunion, il est pointé du doigt par ses collègues et envoyé en camp de travail. Souvent, les raisons pour lesquelles les gens sont humiliés, vilipendés et envoyés en camp de travail peuvent être dérisoires. Il y a aussi, je ne sais plus d'où ça me vient, c'est en lien avec les films, mais
quelqu'un s'assoit par terre sur un papier journal et en fait il va se faire envoyer en camp de rééducation parce qu'il y avait une photo de Mao et donc il s'est assis sur la tête de Mao. Donc voilà. Donc là, le père de Tietou, il meurt au camp de travail pour être parti aux toilettes. Alors, il meurt en camp de travail quand un arbre s'abat sur lui. Donc là, on a une représentation de la fatalité tragique, sauf que la fatalité tragique, c'est les hommes, c'est l'histoire, c'est la politique. Après, vous allez avoir une deuxième partie qui s'intitule « L'oncle ». C'est donc un ancien collègue du père qui va épouser sa veuve et prendre soin de son fils. Il est hanté par le remords de lui avoir causé du tort. Et lui, il va mourir d'épuisement et de malnutrition au moment du grand bond en avant, en 58. Et enfin, dernière partie, le beau-père, c'est un cadre du parti qui prend son aile, ces deux malheureux, sauf que la révolution culturelle surgit, il est attaqué par les gardes rouges, il meurt d'une crise cardiaque, la mère de Tietou est arrêtée et envoyée dans un camp. Donc là, je vous montre les dernières images du film. Vous allez avoir ce qu'il arrive à ce jeune Tietou, si on peut passer l'extrait. Alors, Tietou avait peu de moments de joie, mais l'un de ses moments de joie était de jouer avec son cerf-volant. Donc, dans ces derniers plans du film, il y a une stylisation de son geste de révolte. L'adolescent se rebelle face à tant de violence, face à son beau-père arrêté. Les percussions de la musique, évidemment, vont mettre en valeur le coup porté, un coup qui est filmé en contre-jour, au ralenti, et qui va déclencher le passage à tabac de l'adolescent. Alors, ce qui est intéressant dans la représentation, bien que dur à voir, hein, ce n'est pas des extraits joyeux que je vous montre aujourd'hui, on voit l'enfant qui gît au sol, enfin l'adolescent qui gît au sol, et évidemment, le cerf-volant déchiré, coincé dans l'arbre, va être la métaphore de cette liberté perdue. Donc ce cerf-volant hein, représentait la liberté de voler dans le ciel, même dirigé par l'enfant. Évidemment, c'est un dernier plan très marquant où la voix off du personnage nous raconte ce qui est arrivé. Donc son beau-père qui meurt d'une crise cardiaque, sa mère envoyée en camp de rééducation. Donc Tian Chuang-Chuang, ah oui, je vous avais mis une petite citation qui est quand même intéressante. Il dit « Les histoires racontées dans ce film sont vraies et elles sont racontées avec la plus entière sincérité. Ce qui m'inquiète, c'est justement que c'est la peur de la vérité et de la sincérité qui a conduit à ce qu'on interdise de raconter de telles histoires. » Et en effet, Tian Chuang-Chuang a eu des problèmes tout au long de la production du film, notamment quand il était en post-production. Des officiels sont venus lui dire qu'il n'avait pas le droit de le terminer. Selon lui, il a réussi à le finir miraculeusement. Mais comme je vous l'ai dit, du coup, il a eu 10 ans d'interdiction de tourner. Mais il savait les risques qu'il prenait, Tian Chuang-Chuang. Mais ce qui l'a mu, c'est qu'il pensait que c'était absolument nécessaire d'évoquer toutes ces zones d'ombre, ces zones troubles de l'histoire chinoise, de témoigner, de dire sa vérité, du moins. Et pour finir, je voulais vous parler d'un dernier cinéaste. Alors j'aurais pu en choisir d'autres, hein, les choix sont toujours subjectifs aussi. Je voulais vous parler de Dai Soji, que vous connaissez peut-être. Et là, j'ai intitulé ça « La création sino-francophone » parce que Dai Soji, il est venu en France. Alors, lui, il est né en 1954. Ses parents étaient médecins, donc bourgeois, donc il a été envoyé en rééducation. Et à la sortie de la Révolution culturelle, il a pu partir en France en 1984 et il a mené ses études de cinéma à l'Institut des hautes études cinématographiques. Et il est également romancier. Donc, alors, je vais revenir sur Chine ma douleur, mais vous avez peut-être lu ou vu Balzac et la petite tailleuse chinoise, qui est sûrement son film le plus connu. En tout cas, il a raconté son expérience de la révolution culturelle dans Chine ma douleur. Alors, ce film a eu le prix Jean Vigo. Il a été tourné en France parce que Dai Soji n'a pas eu l'autorisation de tourner en Chine. Cette autorisation, il l'aura pour Balzac et la petite tailleuse chinoise. Alors, je veux bien qu'on regarde un bref extrait de Chine ma douleur.
qui renvoie donc à son expérience. Hein. C'est aussi un témoignage passé au tamis de la fiction. Alors ça, c'est donc un film fait en France qui s'inspire de la propre expérience de Dai Sejie. Bon, là encore, on voit la violence qui s'attaque sur des enfants juste parce qu'il a écouté des disques, on lui met un bonnet d'âne, voilà, les inscriptions, hein, les daddy bao qui viennent comme ça, voilà, dire à la face du monde les exactions que vous êtes censés avoir commis. Et donc, d'emblée, on passe à ces mouvements de caméra sur la campagne qui montrent combien ils vont être extraits de leur environnement quotidien, de leur famille. C'est ce que j'aimais dans cet extrait, c'est la mise en scène du déracinement, de l'exil, et puis le recours à cette voix off du gamin qui raconte à la première personne son expérience. Je pense que ça dit quelque chose de ce désir, cette nécessité intérieure des 4 cinéastes dont je vous ai parlé, de mettre en scène, en images, en mots, leur expérience traumatisante, une expérience capable de s'élever de manière plus universelle pour à la fois parler à toute leur génération, à tous ceux qui ont vécu ces événements, mais également, puisqu'on est en train d'en parler aujourd'hui, de toucher des spectateurs occidentaux. Voilà, on est en 2024 et on est en train de penser par le prisme du cinéma à cette voilà, mon dernier mot, parce qu'il faut conclure, j'aurais pu prendre plein d'autres films, hein, Sous la chaleur du soleil de Jiang Wen ou 11 fleurs de Wang Xiaoshui, qui est un représentant éminent de la 6e génération. J'aurais éventuellement pu parler du Dernier loup de Jean-Jacques Hano, mais j'ai eu envie vraiment de me centrer sur des cinéastes qui avaient vécu ces événements et qui après sont servis du cinéma pour tenter de transmettre, de mettre en forme cette expérience totalitaire traumatisante. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Bittinger. Alors, juste peut-être avant de passer le micro, s'il y a quelques questions dans la salle, rappelez évidemment que les extraits que vous avez vus, hein, vous voyez beaucoup d'extraits à l'Unipop. La qualité des extraits correspond bien évidemment pas à la qualité des films. Hein. On a pour les extraits, c'est des extraits souvent qui viennent de DVD. Je dis ça pour cette conférence, mais pour quasiment toutes les conférences. C'est important parce qu'on peut penser que ces films sont d'une qualité moindre. Or, c'est tout le contraire. Hein. Ceux qui ont vu Adieu ma concubine cet après-midi savent à quel point ces films sont splendides. C'est très bien que vous disiez ça parce que je vais rebondir déjà là-dessus. Oui, moi, j'ai acheté ces DVD quand j'ai fait ma thèse, donc il y a déjà très longtemps. Adieu ma concubine, c'est un DVD mais en mauvaise qualité. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas forcément ces œuvres disponibles. Donc, on les trouvait comme on pouvait. Après, il y a eu un travail fort qui a été fait par des éditeurs de DVD français, mais comme je le disais, le Cerf-Volant bleu, à ma connaissance, c'est impossible. Je crois pas. Il existe peut-être en DVD, je ne sais plus. Non. Non, le Cerf-Volant bleu, ça fait 20 ans qu'on essaye de le programmer et on n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour, ça finira par arriver. Mais Adieu ma concubine a été invisible en salle pendant très longtemps. Hein, il vient tout juste d'être restauré et de ressortir. Donc c'est aussi une des raisons, hein, quand on fait des soirées comme ça à l'Unipop, on saisit aussi les opportunités des ressorties de certains films pour vous les reproposer sur grand écran. Voilà, parce qu'après, ils peuvent redisparaître à nouveau. C'est la vie des droits de certains films. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Et j'ai envie de peut-être poser une question sur ces films-là qui donc... Alors, certains, de manière un peu miraculeuse aujourd'hui, avec le recul, donc comme Vivre ou Adieu ma concubine, finalement, ont eu une diffusion mondiale. Est-ce qu'ils sont visibles en Chine aujourd'hui ? Alors ça va vraiment dépendre des cas de figure. Souvent, les interdictions n'ont pas été levées, mais ce qui a complètement changé la donne pour tous les films interdits, c'est le téléchargement illégal qui fait que... Gao Qingjian, il est toujours persona non grata, mais parfois on peut trouver ses œuvres sur Internet. Pour les cinéastes, c'est pareil. Leurs œuvres circulent un peu sous le manteau. Oui, en fait.
Mais après, par exemple, si je prends Jia Changke, donc c'est un cinéaste très connu de la 6e génération. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'il n'a pas mis en scène la révolution culturelle. Pendant très longtemps, ses films étaient interdits de diffusion sur le sol chinois. On le voyait que dans les festivals occidentaux. Alors nous, on était super heureux, c'était formidable. Mais du coup, il a un peu... Certains lui reprochent, moi, jamais de la vie, c'est compliqué, on ne peut pas parler comme ça. Il a un peu atténué certaines de ses critiques directes. Mais ce n'est pas qu'il s'est rangé sous la coupe du régime, c'est qu'à un moment, il parle des laissés-pour-compte, de l'énorme croissance économique chinoise, et il voulait être vu par des spectateurs chinois. Donc c'est compliqué. Mais certains n'ont... Alors, il y a eu quand même des réhabilitations post-révolution culturelle, mais sur le cerf-volant bleu, je n'ai pas fait de recherche récente sur le sujet. Je ne pense pas du tout qu'il soit visible en Chine, mais il faudrait vérifier. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle sur cet exposé, sur la manière finalement dont les... Oui, là où j'arrive. Dont les cinéastes ont pu finalement, malgré tout, traiter de cette période tragique de l'histoire. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui illustre très très bien la situation du cinéma chinois. Je voudrais vous poser la question avec la réintégration la réintégration de Hong Kong dans la République populaire chinoise. Est-ce que vous avez des indications sur la possibilité de créativité des cinéastes, puisque Wong Kar-wai, on n'entend plus parler, et Yang Yimou non plus. Est-ce que finalement le cinéma chinois peut encore sortir des créations nouvelles? Merci. Alors, votre question est très bonne. Si vous saviez, comme j'ai beaucoup travaillé sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine, et que le cinéma hongkongais a longtemps été un bastion de résistance qui sortait des œuvres extrêmement subversives. Alors, colonie britannique pendant longtemps, et quand je dis subversive, oui, mais sur les questions historiques et politiques, même sous la Grande-Bretagne, il y avait une loi qui disait qu'il ne fallait pas offenser le voisin chinois. Donc, à Hong Kong, prendre l'histoire en pleine face pouvait aussi causer quelques soucis, mais bien sûr pas de la même nature. Il n'empêche que les cinéastes avaient trouvé plein de moyens détournés de traiter des sujets qu'ils souhaitaient, et notamment Tsui Hark, qui a été vraiment un chef de file de la modernité hongkongaise et qui n'a pas cessé de questionner les arts ancestraux chinois interdits pendant la révolution culturelle, donc la culture chinoise au prisme de la modernité. Et moi, il me semble, j'en ai aussi parlé avec des amis hongkongais, que depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, la création est complètement corsetée et en berne. Et vous avez forcément encore en tête toutes ces manifestations pro-démocratiques qui ont été violemment réprimées à Hong Kong, où, contrairement à ce qui a été promis à la rétrocession en 1997, on avait promis que les élections resteraient démocratiques. Il y a eu plein de lois, vous vous souvenez, en 2019, 2020, ou alors même avant la révolution des parapluies. Il y a des lois qui sont prises pour museler des voix démocratiques ou ceux qui sont perçus comme des opposants. Pour moi, la création hongkongaise s'en est vraiment ressentie. Et un autre exemple, c'est que ces grands noms des années 80, ils ne font plus que de la coproduction sino-hongkongaise. Alors, il peut y avoir d'autres capitaux qui viennent d'ailleurs, mais les coproductions avec la Chine continentale, ça donne des œuvres qui passent sous le veto du bureau de censure. Alors là, je pense à Chen Kaige, je pense à Zhang Yimou aussi, et je pense à Tsui Hark. Et même John Woo, les trois... J'adore John Woo, il fait encore... Enfin voilà, je ne suis pas en train de critiquer ces cinéastes qui ont été très très importants. Et puis aussi, ils avancent en âge, et donc ils veulent continuer à faire du cinéma. Et un des moyens de faire du cinéma, c'est de faire des coproductions, notamment les grandes fresques historiques qui peuvent être appréhendées sous l'angle idéologique. Il s'agit quand même de magnifier une Chine ancestrale. Vous savez, Hero de Zhang Yimou, qui doit sortir en 2002, si ma mémoire est bonne, j'espère ne pas me tromper. Voilà, il y a eu des débats, des polémiques autour de ce film sur la valorisation nationaliste, patriotique de l'empereur qui a mis fin à la période de guerre incessante et qui a unifié la Chine et qui était lu à l'aune du soft power,
que certains de mes collègues, très logiquement, appellent plutôt du sharp power chinois, qui est qu'ils sont en train vraiment, même les blockbusters patriotiques, là, Wolf, Warrior, tout ça, il y a une grosse machine de guerre via les images de cinéma en ce moment. Donc la création chinoise, elle est en berne. Je vais dire un dernier mot, parce que c'est passionnant votre question, c'est que en Chine continentale, la 6e génération des cinéastes chinois, en fait, c'est le cinéma hyper politique et underground qui, au début des années 90, après les massacres de la place Tiananmen, ont fait passer en douce par valise diplomatique leurs films interdits de diffusion en Chine. Grâce aux mini-caméras DV aussi, ils étaient hors des studios d'État, contrairement à la période précédente. Et donc, ils ont voulu ramener ces images des laissés pour compte de la croissance chinoise. Et donc, ils ont envoyé leurs bobines à l'étranger, dans les festivals européens. C'est le cas de Wang Bing, de son monumental À l'ouest des rails. Mais ils sont nombreux comme ça. Ça, c'est un vrai cinéma politique et militant. En revanche, problème en Chine, Wang Bing est considéré comme un moins que rien. On fait comme s'il n'existait pas. Donc voilà, il y a toujours ces pressions du politique sur l'art qui jouent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a maintenant, en France, a fortiori, il y a de moins en moins de films chinois. Enfin, on est loin de la période que vous avez décrite des années 90. Donc parmi les films qu'on a pu passer à Pessac récents et qui ont eu un certain écho, c'est le Retour des Hirondelles. Il y a une censure sur la fin du film, et je crois que le cinéaste a été un peu inquiété. Et pourtant, on n'avait pas l'impression que c'était un film incendiaire par rapport à l'histoire chinoise ou à la critique du parti, mais quand même, c'était une vision critique de la société chinoise. Et donc, je ne vais pas le faire, mais il faut voir en fonction en fait, des dirigeants. Quand c'est Deng Xiaoping, c'est un certain rapport. Quand c'est Xi Jinping, à chaque fois, vous voyez, il y a un grand agenda qui me dépasse même. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette histoire? Non, je crois qu'on va vous remercier, Nathalie Bittinger. Merci beaucoup.